Et c'est le temps d'une bière. Aujourd'hui, on va parler d'un scandale qui a secoué et peut-être même amoché le paysage brassicole du Québec. On fait ça avec Luc-Nicole Labrie, qui se trouve être coordonnateur en médiation historique à Québec, à la Commission des champs de bataille nationaux. C'est vrai, absolument. Mais je le dis tout de suite, c'est pas mon chapeau de coordonnateur à la commission de champ de bataille que je porte. Mon chapeau d'historien qui est un passionné de bière là, Ben, que c'est je mets ce ça. soir, que je mets aujourd'hui. Tu portes plusieurs chapeaux, c'est ça que je trouve passionnant, parce que tu t'intéresses à vraiment beaucoup de sections de l'histoire du Québec, puis ça fait longtemps que tu dribbles un peu avec l'histoire de la province de Michel Tremblay. Oui, absolument. Ça commence à faire longtemps. Là. J'aime mieux pas. J'ai l'air jeune là, comme ça, mais ça fait quelques années, là, en effet, que je commence à rouler ma bosse. C'est dans le cœur qu'on voit la jeunesse, c'est dans sa préservation. C'est gentil. C'est pas pire, hein? Oui. Et qu'est-ce que tu bois ce soir? Oh, on est avec Milkshake IPA des deux frères à Terrebonne, bière sans alcool, délicieuse, petite bière un petit peu sur le côté sucré, bien sombre. Là, je vais essayer de la mettre là, bien brumeuse. Mais franchement, chapeau. Elle fait mon bonheur, bière sans alcool, donc elle fait le travail, c'est ce que je bois. Un grand classique. Je pense qu'il Ouais. s'agit de pas mal d'un de tes préférés. Moi, ici, Ouais. je me retrouve avec une Doubelle de l'apothicaire, c'est la première fois que je l'essaye, en fait. Une bière qui m'est fournie par le dépanneur Rapido à Gatineau. Première gorgée, assez satisfaisant. C'est pas une bière que tu peux prendre 2 à 3 de suite, mais côté dessert liquide, moi, je suis assez content. Ça fait du bien des fois d'avoir. On est pas. Faut pas rester toujours dans le petit Mhm. sucre brumeux. Là. Tu fais bien d'en profiter. Ouais, ouais. Ça fait pas tous les jours, là, mais ça fait du bien une fois de temps en temps. Mhm. Oui, il y a des bières qu'on prend à différents moments pour se gâter de différentes façons, comme si chacune d'elles demandait son petit créneau temporel. Celle-ci, je te dirais qu'en fin de soirée, quand il fait froid dehors, ça serait pas mal la meilleure époque pour la consommer. Euh, J'essaie de Ça fait faire du bien. beaucoup plus de poésie que je pense que j'en ai les moyens. Écoute, dans mon jeu de temps, moi, j'étais un grand amateur de Scotch Ale. J'ai eu une période où Ah oui? j'aimais beaucoup les Scotch Ale. Donc, tu sais, ça me fait penser à ça, là, fin de soirée. Il faut se coller un peu. On Mhm. se met une couverture, là, puis il y a un petit feu, là, puis on a une bonne Scotch Ale. Là, ça nous accompagne bien là, vers le dodo. Ça me donne des images nostalgiques. Mais s'il y a une image nostalgique qu'on n'aura pas, ça va être par rapport au sujet de notre balado d'aujourd'hui. Tu as vu comment j'ai amené le sujet amené? Hein? C'est de toute beauté. Gros scandale dans les années 60 au Québec. Il y a une autre émission qu'on a faite ensemble qui était très riche en contenu, en histoire, en anecdotes. Et c'est intéressant parce qu'on a parlé de l'histoire de la bière au Québec à travers ses brasseries. Puis en réalité, c'était une histoire du Québec à travers l'immigration, la révolution industrielle. Puis il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'est un excellent épisode. Mais on a évoqué une des plus grandes maisons brassicoles du Québec. Puis je me souviens d'avoir été marqué parce que dans le temps, c'était un des plus grands noms. Puis aujourd'hui, il y a à peu près personne qui connaît ça, sauf à cause du scandale. Fait que je présume que le scandale est la raison pour laquelle on ne connaît pas cette brasserie-là aujourd'hui. Mais je me demande, est-ce que tu pourrais nous dire quelle a été l'importance de cette brasserie-là et qu'est-ce qui lui est arrivé? Ouais. En réalité, c'est particulier. La brasserie, je vais tout de suite lever le voile Mhm. sur son nom, ou du moins sur le nom de la bière qui est associée à cette brasserie-là. C'est la bière DAO, ou comme on l'appelait à Québec, à cette époque-là, la DA. Et je vais dire à Québec, ou en fait dans une partie du Québec, parce que le scandale est lié à la ville de Québec aussi, mais implique une grande brasserie nationale. Donc, la brasserie de laquelle on parle, c'est pas la brasserie DA ou c'est pas la brasserie DAO à cette époque-là, c'est une brasserie qui s'appelle la Canadian Breweries. Donc, dans le fond, c'est même plus qu'une brasserie, c'est un grand regroupement de brasseurs
Ce regroupement de brasseurs-là vient là, si on veut, là, quelque part, de la fusion d'un grand groupe brassicole en Ontario avec le groupe brassicole du Québec qu'on avait au début du 20e siècle qui s'appelait National Breweries. Donc, en 1952, il y a cette fusion industrielle, fusion économique-là qui se passe. C'est dans le monde de la bière, à cette époque-là, on se rend compte que la compétition, pardon, où le marché est vraiment de plus en plus national. Mais quand je vais dire national, ce que je veux dire, c'est beaucoup concentré, en fait, dans les deux grosses, pour ces compagnies-là, là, concentré dans les deux grosses provinces qui produisent la bière, c'est-à-dire l'Ontario et le Québec. Il y a plus 200 joueurs qui sont d'importance. Il y a des petits joueurs régionaux qui existent encore, mais on ne peut pas parler là, de la variété qu'on va retrouver dans les microbrasseries, disons, depuis les années 1990 au Québec ou même au Canada. Il y a quand même cette petite brasserie-là, mais on parle essentiellement de quelques gros joueurs qui dominent littéralement tout le marché. Ces joueurs-là sont d'un côté la brasserie Molson, de l'autre côté la brasserie Labatt, qui vraiment sont deux piliers. Et finalement, le groupe qui va être créé avec Canadian Breweries. Et dans ce groupe-là, c'est intéressant parce qu'à la base, c'est parti, en fait, c'était plusieurs petites brasseries, ou je vais dire brasseries de plus petite taille, ou de taille moyenne, ou même de taille assez grosse quand ça a été créé, qui se sont mises ensemble. Mais dans les années 1950, on cherche à faire des économies de marché, on cherche à mieux s'implanter sur des marchés précis. Et c'est aussi l'époque où de plus en plus, les bières ne sont plus seulement qu'associées qu'à leur brasserie, mais on va voir de plus en plus sur le marché des marques de bière. Et donc, DAO, la DA, c'est une des marques que Canadian Breweries brassait. C'est assez intéressant parce que Canadian Breweries, encore aujourd'hui, si on veut reconnaître, dans les années 1950, là, ou en fait 1960, on va, tous les joueurs qui sont à l'intérieur du gros consortium Canadian Breweries vont essentiellement disparaître au profit de seulement six noms de bières que le consortium Canadian Breweries choisit pour des marchés régionaux. Donc, il va rester dans ces 6 sortes de bières-là. La Black Label, ça dit des choses à des gens, j'en suis convaincu. Effectivement. La Old Vienna, qui est aussi une bière qui, si vous allez en Ontario notamment, vous allez pouvoir la retrouver. C'est une bière qui a été très populaire. La O'Keeffe, la DAO, la DA, la Black Horse et la Red Cap. Toutes ces bières-là, demandez-la à qui vous voulez. Si vous êtes là entre les maritimes, notamment la Black Horse, si je ne me trompe pas, à Terre-Neuve, vous pouvez aller la chercher. C'est une bière qui est encore brassée par Molson pour ce marché-là. La Black Label, la O'Keeffe, ce n'est pas des bières qui ont nécessairement disparu. La Old Vienna, c'est une bière qu'on peut encore retrouver notamment en Ontario. Je sais qu'il y a des beer stores qui la tiennent. Donc, c'est vraiment toutes des bières qui étaient des marques et qui étaient des marques régionales. Et au Québec, Canadian Breweries, au départ, avait choisi comme marque la DAO. Pourquoi on choisit la DAO? C'est parce que DAO, durant en fait une grosse partie, surtout la deuxième moitié du 19e siècle, c'est probablement la plus grosse brasserie qu'on a à Montréal. Fait que c'était très probablement la bière qui avait le plus de buveurs. Même encore à cette époque-là, c'était une marque qui était restée très forte durant les années de National Breweries, donc de 1909 jusqu'à 1952. C'était resté une marque qui avait été très forte. National Breweries avait déjà commencé à consolider les activités de certains de ces brasseurs-là. Donc, la DAO, c'était une des sortes qui restait avec les bières, la bière de Boswell à Québec, avec la bière de Dawes à la Chine, donc à Montréal, mais à Montréal aussi, qui, eux, justement, avec les années, vont produire la Black Horse. C'est ce cheval noir-là qu'on va exporter et qu'on va choisir parce que c'était une des marques du portefeuille, si on veut, ou du moins du portfolio de Canadian Breweries. Donc, la DA est choisie pour le marché de Québec. Et même si je vous dis que vous avez là, Molson et Labatt, qui aujourd'hui, dans le marché, c'est pour des gens qui ont, disons, suivi les 70 dernières années de la production de la bière au Québec, avant le grand, je vais dire, le grand, je vais appeler ça la grande explosion de la microbrasserie. Je dis depuis les années 90, mais soyons honnêtes, surtout depuis les 15 dernières années à peu près. C'était essentiellement les deux joueurs qu'on avait. Tranquillement, pas vite, dans la deuxième moitié du 20e siècle, on a eu la percée de certains joueurs américains.
On avait arrivé, par exemple, des bières comme Budweiser, mais essentiellement, c'était encore des permis de boisson. Exemple, c'était Labatt qui avait le droit de brasser ou de vendre cette bière-là au Canada ou des choses comme ça. Bref, tout ça pour dire que on est dans on a une très grosse compagnie. Dans ce portrait-là, Dow est la bière qui possède à peu près 50% des parts de marché au Québec. C'est immense. Il y a des régions qui sont encore plus gros. On dit que dans la région de Québec, au début des années 1960, la bière Dow était probablement bu par 85% des buveurs de bière. Fait que c'est immense. Canadian Breweries a encore, justement, pour Québec, ce que ça veut dire, c'est qu'on est encore en train d'avoir des installations sur le même lieu de la brasserie de notre ami Jean Talon. Donc, Jean Talon, qui, on se le rappelle, a fait une brasserie dans les années 1660. Ces installations-là avaient disparu dans les années 1850. Boswell avait loué, puis ensuite va acheter les entrepôts à ce lieu-là, va en faire un salon de dégustation dans la première moitié du 20e siècle pour ses employés, dans les voûtes d'un des anciens palais de l'intendant. Et puis donc, on est dans les années 60 et on exploite encore ça. Donc là, c'est une époque où, par exemple, dans les publicités, notamment à Québec, on va dire que ça fait 300 ans qu'on brasse la bière, qu'on sait comment on brasse la bière. Dow va être partout. On est à l'époque, justement, où, par exemple, les compagnies de bière vont commencer à commanditer des émissions de télé, de radio. On a la publicité à la télé qui arrive. C'est l'explosion de la publicité, là, parce que la télé amène la publicité qui amène la publicité de la bière, qui amène toutes sortes de stéréotypes et des archétypes aussi. Pas toujours flatteur. Absolument. Puis la bière va être très présente aussi dans le tissu social. Parce qu'en 1966, et là, je vais vous inviter à vous rappeler de cette date-là, mais en 1966, c'est à Montréal l'inauguration, on est juste avant l'Exposition universelle, l'inauguration du Planétarium Dow. Donc, c'était le Planétarium Dow. On visait cette création-là pour l'Exposition universelle. C'est la bière Dow. C'est vraiment le nom de la bière Dow. C'était c'était Pierre Gendron, qui était un astronome amateur, un ancien professeur de chimie, qui est président de la brasserie Dow au début des années 60. Et c'est lui qui mène le projet. On va commanditer le planétarium. Exact. Je trouve ça surréaliste. Ben, c'est ça. On veut commanditer le planétarium. Et c'est pour ça qu'on l'inaugure même le 1er avril 1966. Disons qu'à ce moment-là, je ne pense pas du tout que dans la tête de Pierre Gendron ou dans la tête de beaucoup des gens de Canadian Breweries, puis Pierre Gendron qui était à la brasserie Dow, mais en fait les gens du reste de la marque, je ne pense pas du tout qu'on se doutait de ce qui était en train de se dérouler. Même si vous allez voir dans le timing, comment dire, certains auraient pu dire qu'on aurait pu venir voir, mais il aurait fallu être fin, je dirais. Qu'est-ce qui est arrivé? Confession. Oui. Révélation. C'est ça. Punch. Moi, Non, mais je t'ai senti soupirer. Je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose qui arrive. Là. Je soupire, puis je vais l'expliquer pourquoi. Parce que les événements qui suivent là, ont été décortiqués. Il y a un roman, si je ne me trompe pas, qui est une espèce de roman, biographique, ou en fait comment on appelle ça, là, une biofiction ou quelque chose comme ça, là, mais qui s'appelle... Une fausse autobiographie? Une fausse biographie? C'est ça, mais en fait, c'est un peu forme de roman, ça rappelle cette chose-là. Puis je dis roman, peut-être que je me trompe, mais je sais qu'il y a un livre qui existe. OK, point. C'est ça, on va dire un livre. À propos de cet épisode-là qui s'appelle Les cœurs tigrés. Qui a été écrit par un médecin qui a vécu les événements. Là, je dis les événements. Si vous ne connaissez pas ce qui s'est passé avec la Dow, là, vous allez commencer à dire les événements, il y a eu des explosions, des morts. Mais non, c'est pas du tout de ça qu'on parle. Mais donc, il y a eu un mal. Les cœurs tigrés parce que ça avait rapport au cœur. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que dans la région de Québec, à partir de l'été 1865, et là, je vous dis ça, comprenez bien qu'en 1865, quand ces choses-là se passent, là, le lien n'est pas, on n'est pas tout de suite en train de se dire « Ah, ça se passe avec la bière d'or. » OK? Donc, c'est pas du tout ça.
Et donc, à partir de l'été 1865 à Québec, il y a un certain nombre d'hôpitaux qui vont admettre des gens. Donc, c'est Attends, 48. Excuse-moi, tu parles de 1865 ou 1965? Oui, excuse-moi, 1965, tu as bien raison. Là, moi, mon cortex est en train de me demander, là, Ouais. est-ce qu'on parle de quel siècle? Non, non, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Donc, c'est vraiment 1965. À partir de l'été, on va admettre 48 patients à l'hôpital. Sur ces 48 patients-là, c'est 46 hommes et 2 femmes qui sont âgés de 25 à 66 ans. Ils sont admis à l'hôpital. La plupart vont tous se plaindre de douleurs à la poitrine. On va tous leur diagnostiquer des troubles cardiaques, soit une myocardose, donc inflammation du myocarde, l'enveloppe autour du cœur. Il y en a, en fait, donc qui est le muscle, là, si tu veux, qui enveloppe le cœur. Il y en a qui vont littéralement mourir d'une cardiomyopathie, donc qui est une inflammation, puis comment dire, un cas. Et là, vous allez m'excuser, mais je ne suis pas du tout médecin. Fait que là, essayer de décrire médicalement qu'est-ce qui se passe quand on est atteint ou qu'on meurt d'une cardiomyopathie, je ne m'embarquerai pas là-dedans. Dans le fond, ça fait mal, puis c'est fatal. Et c'est fatal. Et la majorité des gens qui vont mourir de ça, donc de ces 20 personnes-là, meurent dans les 24 heures où ils sont admis à l'hôpital. Fait que ça peut sembler, quand on dit ça avec le recul, sur le coup, ça peut sembler un peu anecdotique. Surtout quand on ne se le cachera pas, on est encore dans les mois d'une pandémie mondiale où, par exemple, on va afficher des 2000, pas des 2000, mais des centaines, voire des milliers d'hospitalisations par jour à cause d'une maladie. Mm-hmm. Donc là, le 48 cas peut sembler un peu anecdotique. Sauf que c'était vraiment, il y avait vraiment de quoi se poser des questions. C'est-à-dire qu'on a des gens, puis tranquillement, les médecins de ces hôpitaux-là vont se mettre à faire des liens, vont se dire, hey, on meurt d'une maladie qui est une maladie qui n'est pas commune, qui est rare, qui d'habitude a des causes de santé qu'on peut voir venir ou qu'on peut essayer de voir depuis plus longtemps. Mais là, on a au moins 48 personnes admises, dont 20 décès, un peu mystérieux, d'un mal foudroyant en 24 heures. Là, rapidement, il y a des médecins qui commencent à se faire des téléphones, parce qu'on est quand même des années 60, puis on peut s'en parler. Puis on commence à se dire, avez-vous ça? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, on se met, donc on est à l'été 1865, 1900, j'ai de la misère. Attention, là, moi je pense que c'est la passion du 19e siècle qui est en train de sortir. Ça, c'est vrai, mais ça, parenthèse, c'est vrai que le 19e siècle, c'est fascinant. Faut pas que tu me partes sur le 19e siècle. Non, je vais faire de mon mieux. Là, je t'envoie un lasso invisible, puis je te ramène là, vers le 20e siècle. Donc, on commence une enquête, et là, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que ces gens-là, ces 48 personnes-là, qui sont majoritairement des hommes, on le rappelle, donc 2 femmes, n'ont pas de maladie chronique commune. Il n'y avait pas, c'était pas des gens qui, donc selon ce qu'on trouve, c'était des gens qui venaient d'un milieu ouvrier assez précaire ou assez pauvre, qui n'avaient pas le meilleur des régimes alimentaires. Mais pour le moment, quand on fait la première étude, c'est là qu'on se rend, puis là, on ne trouve pas de point commun, il n'y a pas de quartier. Ils n'habitent pas tous dans le même bloc, dans le même quadrilatère de rue, ils n'habitent pas tous à la même place. Mais tranquillement, pas vite, parmi les liens qu'on se met à faire, il y a un point commun à toutes ces personnes-là. Et le point commun, c'est que ce sont tous des très grands consommateurs de bière. Et quand on va plus loin, ce sont tous, à très grande majorité, je pense qu'il y a une personne, c'est peut-être pas le cas, mais des consommateurs de bière d'or. Ouais. Donc là, au départ, les autorités de la santé publique commencent à regarder ça, puis là, se mettent à se dire, OK, c'est des consommateurs de bière d'or. Bon, c'est de la bière, il y a du monde qui en boit de la bière, puis si on regarde ça, 48 personnes à 85% du marché dans la région de Québec, il y a
plus de gens pas mal qui boivent de la bière que de gens qui sont morts. Là, sais-tu, qu'est-ce qui s'est arrivé? Fait que ça commence tranquillement, pas vite, à se parler et ça va s'accélérer au mois de mars. Donc, mois de mars 1966. On se rappelle que c'est en 1965. C'est le bon siècle, ça. C'est le bon Oui, siècle. là, j'étais même là, j'étais à bonne année. Là, t'es avec nous, là. Là, t'es avec nous. Je suis revenu. Au mois de mars 1966, on a toujours l'enquête de la santé publique qui se continue. Mais il commence à avoir une enquête, je vais dire, parallèle, qui bouille puis qui va pas mal plus vite que l'enquête de la santé publique. C'est l'enquête, je l'appelle, moi, l'enquête de l'opinion publique. Oh. Et là, avant Twitter. Avant Twitter. Mais quand même, ça ne veut pas dire que ça ne va pas vite. Et c'est au point que là, les politiciens, on est dans la dernière semaine du mois de mars, vont commencer à être obligés de sentir qu'ils doivent faire des déclarations. Pour dire, par exemple, là, j'ai ici la citation de Gérard Duquette, qui est député de Québec-Est aux communes, donc à la Chambre des communes à Ottawa, qui dit, selon moi, il n'est pas prouvé que le décès mystérieux soit relié à la consommation d'une certaine marque de bière. Tu sais, au niveau réponse politique, c'était parfait, dans le sens qu'il ne pointe pas le blâme sur personne. Il semble dire, selon moi, bon, c'est bien. Sauf que cette espèce de discours commun, où tranquillement, pas vite, il y a beaucoup de gens dans l'opinion publique qui se mettent à dire « Hey, c'est la bière d'Ao, hey, c'est de leur faute, hey, qu'est-ce qu'ils ont fait », qui se mettent à poser des questions. Ben là, Dow, alors que les conclusions de l'enquête de la santé publique ne sont pas terminées, le 31 mars 1966, vont décider de commencer à récupérer toute la bière d'Ao qui est en circulation dans la région de Québec. Aller dans les bars, dans ce qui était les tavernes, si on veut, aller dans tous les débits de boissons où on vendait la bière en bouteille. On a tout récupéré ça. On dit qu'on a jeté l'équivalent de 500 000 gallons de bière d'Ao. Dans la semaine, énorme, à peu près. C'est des dizaines de millions de litres. Oui. Et c'est tout. On a nettoyé, absolument, c'est hallucinant comme quantité. C'était toute la bière qui était dans des cuves, dans les installations de Canadian Breweries, donc de la brasserie d'Ao à Québec. Donc, on se rappelle, 31 mars, on décide de jeter la bière. 1er avril, le planétarium ouvre. Oh non, donc, quel mauvais timing! Mais là, c'est toujours pas prouvé ou certain que Dow est responsable des attaques cardiaques ou des problèmes de santé. C'est pas certain, mais l'opinion publique, elle est, comment je peux dire ça, très influente dans la décision politique d'aller confisquer la bière. Oui, ben, en fait, c'est pas une décision politique, c'est Dow qui prend l'initiative. Ah, OK, pardon, j'avais mal compris. Mais ça, c'est super important pour la suite. Parce que je vais le dire d'un point de vue de relations publiques après. OK? Donc, Dow, eux autres, quand ils commencent leurs opérations pour jeter la bière et pour nettoyer leurs installations de fond en comble, parce que c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont dire, dans le fond, ils sortent, l'enquête de la santé publique n'est pas terminée. Eux autres, ils vont dire, hey, on est des bons citoyens corporatifs. Regardez, ça va bien aller, on est préoccupés, mais là, on va nettoyer. Puis, ils disent, ça, c'est un article là, du 31 mars dans Le Soleil, 31 mars 1966, en une des citations, c'est de dire, lorsque la situation aura été clarifiée par les enquêteurs, la compagnie continuera fort probablement, tout probablement, c'est-à-dire sa production normale à Québec. Donc, on sort, on se veut rassurant, on se veut, en disant, tout va bien aller, tout va bien se passer, puis ce sera pas. On est confiant, autrement dit. Nous sommes confiants de faire tout ce qu'il faut, etc. C'est ça. Et donc, tranquillement, pas vite, durant le mois d'avril 1966, on va continuer de détruire la bière, de nettoyer les cuves. C'est une opération qui coûte excessivement cher à Canadian Breweries. Oui, j'imagine. En 1966, on évalue que ça va leur coûter au-dessus d'1 million de dollars. Cette opération-là, ce qui sont des sommes astronomiques. Oui.
Et là, avec les semaines qui passent, les premières informations qui vont sembler sortir du comité de l'enquête de la santé publique ne semblent pas super concluantes. On va dire, puis je vais te citer un article, encore une fois, du journal Le Soleil du 21 avril. On dit « Au moins un décédé ne consommait pas de bière d'Ao, mais une marque fabriquée par une autre compagnie. Il y a donc lieu de croire que la bière n'est pas la seule cause comme facteur de ce syndrome. » Là, on est en avril 1966. Jusqu'à date, tout est, je vais dire, tout est correct. Là où ça va commencer, ou en fait, là, il va y avoir une note de plus où on va aller un petit peu plus loin dans l'enquête parce qu'on se rappelle, là, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. On imagine qu'ils buvaient de la bière d'Ao. On imagine que cette bière-là les a fait mourir, mais on ne sait pas pourquoi. En juillet 1966, c'est le docteur Jacques Gélinas, qui est sous-ministre à la Santé, qui va affirmer, dans le fond, que cette bière-là, mais beaucoup d'autres bières aussi, contiennent un additif, qui est le sel de cobalt. Et que ça semble être un point Du cobalt? Oui, du sel de cobalt. Le sel de cobalt, c'était... en fait, c'est un additif, c'est super intéressant parce que s'il y a des gens parmi les auditeurs qui sont un peu posé des questions sur la production industrielle, puis ça a été notamment le cas là, dans les années, je vais dire dans la deuxième moitié du 20e siècle, il y a eu toutes sortes de scandales sur comment on brassait la bière. Est-ce qu'on brasse la bière avec de l'orge ou est-ce qu'on utilise un sirop de sucrose ou de fructose pour accélérer les processus de brassage? Oui, ça, c'est les fameux, les fameuses, pas les auxiliaires, mais les additifs. Exact. En anglais, on a un nom bizarre pour ça, mais grosso modo, il s'agit d'augmenter la quantité de sucre fermentable à peu de prix. Aux États-Unis, une pratique courante, puis au Canada aussi, c'est d'ajouter du riz, parce que le riz va ajouter du sucre, mais aucun goût. Absolument aucun goût. Exact. Tu vois, donc, cette pratique-là, on est au courant. Mais dans les années 60, on était déjà en train d'essayer de ces choses-là. Donc, c'est-à-dire qu'on essayait déjà de trouver des façons de brasser plus, de brasser mieux. Puis une de ces façons-là, c'était d'ajouter du sel de cobalt qui, dans une bière qui avait fermenté moins longtemps ou qui avait reposé moins longtemps, allait produire un plus gros collet. Donc, ou un meilleur ou un plus beau collet. Mm-hmm. Donc, ce qui permettait à ce moment-là de pouvoir sortir sa bière de la production plus rapidement et de l'envoyer à l'embouteillage plus vite pour pouvoir la passer ou en fait de l'envoyer vers les consommateurs plus rapidement. Il s'agissait vraiment de faire des économies d'échelle puis d'accélérer la fermentation? De t'assurer qu'une bière soit prête plus rapidement? C'était pour essayer d'amener la bière en production plus rapidement. Wow! Donc ça, on le sait que Dow utilisait ça. Le problème, c'est que Dow ne sont clairement pas les seuls à avoir utilisé ça. Il y aurait tout un chapitre. Ce n'est pas le seul endroit où on a fait ça. Mais il semble que ce soit une des seules choses, en fait, qui a pu être un point commun. Et dans la tête, en fait, de certains médecins, à ce moment-là, c'est devenu justement le coupable était cet additif-là, qui n'est pas un additif qu'on imagine comme naturel. Puis je ne suis pas en train de faire l'apologie du sel de cobalt et de dire qu'on devrait en mettre partout, au contraire. Mais c'est plutôt de dire, je pense que cet additif-là était une mauvaise idée. Mais est-ce que c'est la seule cause? Je vais dire, je ne suis pas chimiste ni médecin. Mm-hmm. Certaines théories évoquaient, par exemple, les procédés de nettoyage des cuves. Oui. Exact. Donc, certaines théories parlaient justement de bouteilles, de processus de fabrication de bouteilles, de comment est-ce que les tuyauteries étaient nettoyées. Donc, l'assainissement. Oui, exact. Je pense qu'il y a une de ces théories-là qui mentionne le choix de l'aseptisant comme étant potentiellement un coupable, bien que ça n'a jamais été prouvé. Encore comme tu dis, c'est exactement ça, c'est une théorie. C'est que quand on fait de la bière, le plus compliqué en général, c'est de s'assurer que ta bière ne va pas surrir. Et pour ça, il faut non seulement bien nettoyer les choses, mais en plus, il faut aseptiser, puis c'est différent du nettoyage. Tu nettoies,
tu passes à l'eau, ensuite tu aseptises. Puis ça, c'est projeter une solution extrêmement acide qui va tuer toutes les bactéries, sauf celle que tu as choisie, qui est ta levure, qui n'est pas une bactérie, c'est un micro-champignon. La levure fait son travail, mais en aseptisant, ton objectif, c'est d'éliminer la compétition à la levure. Fait que moi, je peux imaginer comment ils se sont dit pour, mettons, faire baisser les coûts, on va aseptiser avec tel nouveau produit. Mais comme tu disais, il y a beaucoup de vagues autour de ça. Je veux dire, il y a beaucoup de flou autour de ça. On pense, on sait pas que c'est ça, on ne le sait pas. Exact. On n'aura pas la preuve. Et encore une fois, et c'est là que ça devient intéressant de revenir à l'action qui a été posée par Dow. Donc, la conclusion, en fait, la théorie du sel de cobalt, qui va rester une des plus, je vais dire, populaires encore aujourd'hui en 2022 pour expliquer les cas de myocardose puis de cardiomyopathie des grands buveurs de Dow à cette époque-là. C'est une théorie qui est évoquée en juillet 1966. Dans la tête des consommateurs à ce moment-là, c'est comme dire, OK, la compagnie avait fait quelque chose de pas correct. Et la compagnie, jusqu'à un certain point, a essayé de tricher en utilisant un additif qui a été dangereux. Sauf que, si je reviens à mon timing du printemps 1966, le 31 mars, avant même que les résultats de l'enquête soient annoncés, avant même qu'on avance l'histoire du sel de cobalt, qu'est-ce que la compagnie Dow fait? Ils vident leur cuve, ils détruisent leur bière. Et c'est pour ça qu'à partir de l'été 1966, la compagnie Dow ne passe plus comme un bon citoyen corporatif qui a essayé de prendre de rentrer dans le problème, si on veut, puis de s'occuper de son problème, puis de faire amende honorable d'une certaine façon, puis de nettoyer ses installations, puis de dire... Mais ils ont plutôt eu l'air de la compagnie qui a essayé d'effacer des traces d'une certaine façon. Et je dis ça dans une partie de l'opinion publique, parce que rapidement, et ça, les impacts vont être assez importants assez rapidement, la bière va commencer à perdre des parts de marché dans la région de Québec, à perdre des parts de marché au Québec. Et ça va devenir tellement problématique et tellement difficile à gérer pour Canadian Breweries et la brasserie Dow qu'en 1968, toutes les installations de Québec vont être fermées. De Canadian Brewery ou de Dow? De Dow à Québec. Donc, le plan, okay. C'est-à-dire la seule brasserie qui restait, qui était l'ancienne brasserie qui avait été exploitée à partir des années 1850, en fait, même un peu plus tôt, si on veut remettre... disons, si on veut inclure la partie où Joseph Knight Boswell était un brasseur dans les années 1830 plutôt qu'un propriétaire, si on veut. Mais cette même brasserie-là, qui avait été exploitée presque sans arrêt depuis certainement les années 1840, et si on veut parler du site de Jean Talon, donc depuis les années 1850, par la famille Boswell à Québec, en 1968, à cause du scandale de la Dow, on va tirer un trait sur cette partie-là et Canadian Breweries va quitter la région de Québec. Puis même si la bière Dow va rester, ou la DA, comme on l'appelait à Québec, il ne faut pas oublier ça, puis je dis à Québec, mais dans plusieurs autres régions aussi, même si la DA va rester une bière importante qui va exister, bien, Canadian Breweries va décider complètement de changer son fusil d'épaule. Puis, elle va décider de mettre plutôt au Québec, en tout cas, plutôt que de mettre ses œufs dans le panier de la Dow, vont se mettre à changer pour produire et vendre la Carling puis la O'Keeffe comme leur marque, je vais dire, phare. Puis, on sait ce que ça va donner, parce que pour le reste de l'histoire de la bière, s'il y en a qui ont reconnu les noms de Carling puis O'Keeffe, ils vont dire hey, attendez un peu, là, monsieur l'historien. Quand j'étais jeune, c'était la Molson O'Keeffe. Je ne sais pas si le monde... C'est plus quand moi, j'étais jeune, fait que moi, je ne parle pas comme ça, là, mais vous avez raison. Donc, les auditeurs qui se rappelleront de ça ont raison. En 1989, la brasserie Molson, établie à Québec, à Montréal depuis l'an de grâce 1786,
va se porter acquéreur de Carling O'Keefe. Donc, puis c'est cette acquisition-là qui va mettre, je vais dire, qui va mettre un frein ou qui va faire disparaître cette compétition-là qu'il y a eu pendant des années au 19e siècle entre la brasserie Dow et la brasserie Molson, entre les brasseries de Québec comme la Boswell, puis les brasseries de Montréal comme la Dow, la Dawes puis la Molson. C'est ça que je trouve fascinant avec cette... Mais c'est ça que je trouve fascinant avec cette histoire-là, c'est que c'est un incident qui, évidemment, fait ou peut-être même ne fait pas de mort, qui s'envole dans l'opinion publique et qui semble jouer sur différents plans en même temps. Il y a le plan de santé publique, il y a le plan local, puis aussi le plan provincial. Et il y a des intérêts à ce que Dow disparaisse pour certains joueurs. Ou en tout cas, il y a une opportunité qui est créée par le vide laissé par la disparition soudaine de Dow. Et en même temps, il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est arrivé. Ben, c'est ça. Moi, il y a des gens qui sont très convaincus par une version ou par une autre, par les théories justement du nettoyage ou les théories du sel de cobalt. Et puis c'est correct. Et clairement, moi, je me garde, c'est ma petite prudence, je vais l'appeler ma petite prudence d'historien. Moi, j'ai toujours la misère à affirmer des grandes choses parce que, tu sais, un historien, en plus, on regarde des sources qui sont écrites. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a écrit ça. Ça veut dire que ce qu'il a écrit, il avait-tu une intention quand il l'avait écrite, quand il a écrit ces mots? Peut-être. Une petite prudence, je vais respecter ça, moi. Oui, je me garde une petite prudence. Il y a clairement eu quelque chose qui a mené à des morts de gens. Ouais. Et le seul point commun était une grande consommation de bière d'or. Mais c'est ça, le sel de cobalt, ils ne sont pas les seuls. Bref, toute cette histoire-là. Donc, en effet, il n'y a pas beaucoup de monde dans les années 60 qui ont pleuré sur le sort. Si, en tout cas, dans les bureaux de Molson, je ne suis pas certain qu'on pleurait beaucoup sur le sort de la Dow, sauf que probablement qu'on faisait attention parce que, qui sait, peut-être qu'on l'utilisait. Là, je ne veux pas... je vais utiliser tous les guillemets du monde, là, puis je ne veux pas prêter d'intention à Molson, loin de là. Au contraire, parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils ont réussi à, traverser le temps, justement, au départ, avec des ingrédients uniques et peu. Ben, tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup, certainement, d'autres brasseries qui étaient dans des situations semblables, essayaient de trouver des façons d'améliorer leur processus de brassage, de rendre plus de bière plus rapidement aux compétiteurs dans un marché qui était toujours en compétition encore plus féroce. Fait que, tu sais, Dow et Canadian Breweries, par extension, à cette époque-là, ont payé le prix. Puis, by the way, ça n'a pas fait fermer Carling O'Keefe, ce qui était Canadian Breweries. Carling O'Keefe, c'est pas ça qui a mené à leur fermeture, pas du tout. Cependant, pour les gens de la région de Québec, c'est ce qui a mis un trait à la production de bière industrielle, comme la région de Québec l'avait connue certainement depuis le début du 19e siècle, le début des années 1800 ou peut-être même la fin des années 1790. Donc, ça, c'est la seule vérité qu'on peut avoir de tout ça. C'est les faits, c'est ça qui s'est passé. Les plantes ont fermé, donc c'est-à-dire les manufactures ont fermé. Puis il n'y a pas eu d'autres exemples aussi gros, sans parler des dizaines de microbrasseries qu'on a désormais dans cette région-ci, donc dans la région de la ville de Québec. Il y en a des dizaines, et c'est tant mieux, mais des brasseries industrielles de cette sorte-là, il n'y en a plus, et c'est à la suite des événements, du scandale de la DA. Il y a deux observations que j'ai par rapport à ça. Premièrement, je me souviens de ce qu'on disait au début de notre conversation par rapport à ce qui se passe dans les années 1960 avec en partie l'explosion de la demande, puis pas la consolidation du marché, mais l'exploration de nouvelles techniques qui supportent la recherche d'économie d'échelle, la recherche d'efficacité. Et moi, je pense au boom économique de l'après-Deuxième Guerre mondiale qui touche tout le monde, puis qui est définitivement un facteur de croissance et donc de consommation, et donc un facteur de croissance pour la bière individuelle. Donc, plus de bière, plus de gens, plus de marché. Nécessairement, ça veut dire plus d'innovation du côté des brasseurs. Donc, je peux voir comment l'adaptation à un nouveau marché pourrait mener à des nouvelles techniques d'assainissement ou de production qui pourraient porter atteinte à la santé.
ou alors des gens qui ont commencé à boire beaucoup, mais qui ne buvaient pas beaucoup avant. Il y a vraiment beaucoup de choses étranges qu'on ne saura jamais. Puis aussi, ma deuxième observation par rapport à ça, c'est à Québec, je me demande, puis ça, c'est de la pure spéculation, je n'ai aucune idée. Mais ce que tu me dis me force à réfléchir à ça. Est-il possible que la disparition de la production de bière industrielle à Québec ait facilité l'installation des microbrasseries au début de la révolution de la bière artisanale qui se passe vers la fin des années 80 en Amérique du Nord? Je ne prétends pas dire qu'aucun de nous deux a la réponse, mais je me dis, ça doit avoir joué un certain rôle. S'il n'y a pas de gros compétiteurs directement à la place, en me prenant pour acquis que les gens, en général, préfèrent acheter des produits de la place. On dirait que c'est des conditions fertiles. Certainement je vais dire, pour les microbrasseries, je ne sais pas, mais pour les brasseries artisanales, très probablement, d'avoir justement des gens qui pouvaient se vanter d'avoir une production locale versus les bières qu'on pouvait se procurer, par exemple, dans les dépanneurs ou dans les supermarchés, qui, elles, vont être brassées nécessairement ailleurs. Ouais. C'est pas impossible, justement. Parmi les plus vieilles microbrasseries, ou du moins brasseries artisanales de la région de Québec, il y en a une là, qui est là justement depuis ça, là, ces périodes-là, de la fin des années 80 ou du début des années 90, et qui a déménagé, qui a changé de même, mais qui a gardé le même nom, la même raison sociale. Donc, c'est exactement ce genre de choses-là. De là à savoir que l'absence de grands groupes, c'est une excellente théorie, mais moi, je m'avance. Mis à part le fait de partager ta question, je n'ai pas plus la réponse à t'offrir aujourd'hui. C'est parfaitement correct. Souvent, le but d'une discussion, c'est de faire le bilan de ce qu'on sait versus de ce qu'on ne sait pas, et ça fait de nous des hommes plus sages. On espère. Ben oui. Je m'en remets au précepte socratique de faire le tour de sa propre ignorance. Écoute, avec toi, on a fait le tour de nos ignorances. On a réalisé qu'il y a beaucoup de mystères qui entourent la disparition de DA. Certainement, c'est la fin de la production brassicole industrielle à Québec. Et certainement, ça montre un peu toutes sortes d'enjeux qui se passent au niveau de la production industrielle à grande échelle à cette époque-là pour différentes raisons, y compris peut-être, probablement, l'augmentation de la consommation individuelle. Tout ça me fait dire que c'est une excellente conversation à avoir avec toi pour le temps d'une bière. Alors, je te remercie d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes mes questions, aussi philosophiques et des fois tangentielles soient-elles. Ça m'a fait un énorme plaisir d'être là. On va sans doute se revoir à plusieurs reprises. Et pour ceux qui nous écoutent ou alors qui nous regardent et ou qui font les deux, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner, à nous contacter, à devenir nos amis, à interagir avec nous, à nous suggérer des sujets et surtout à écouter d'autres épisodes. Parce que le temps d'une bière, c'est le temps de voir des amis, de s'occuper de nos voisins d'une autre époque et surtout de voir tout ce qui nous relie ensemble, nous, êtres humains de la Terre. N'est-ce pas bien dit? C'est extraordinaire. Je ne saurais mieux dire. J'ai déversé toute mon âme là-dedans. Hey tout le monde, je vous dis à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Ciao!